Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition décalée d'un peu plus d'une demi-heure en raison de la retransmission du match Égypte-Nigeria, comptant pour le match de classement pour la 3e place de la CAN Maroc 2025. Tout de suite le sommaire. L'hiver reprend ses droits sur la majeure partie du royaume. L'instabilité touchera plusieurs de nos provinces. Neige, pluie, vent et vagues de froid nous accompagneront en ce début de semaine. La Direction générale de la météorologie a publié un bulletin d'alerte de vigilance orange. Maroc-Sénégal, une finale au sommet du football africain. Déterminés à dompter les redoutables lions de la Teranga, les Lions de l'Atlas promettent intensité et rigueur tactique. À la veille de cette confrontation, le sélectionneur national s'est livré à l'ultime conférence avant match. Nous l'écouterons. Elle porte un regard particulier sur cette CAN, un regard plein d'humour et de bienveillance. L'humoriste Rita Kitane est l'invitée de cette escale culturelle. La star montante de la comédie nous ouvre les portes de son univers. Après ses débuts sur les réseaux sociaux, elle fait son entrée sur le petit écran. Bonsoir, première escale de ce journal Conakry où s'est tenue aujourd'hui la cérémonie d'investiture du président élu de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya. Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à cette cérémonie. Le général Mamadi Doumbouya a prêté serment pour un nouveau mandat de 7 ans. Rachid Talbi Alami était accompagné lors de cette cérémonie d'investiture de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée, Essam Taïeb, et du directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Abdallah Boutadrart. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait d'ailleurs adressé un message de félicitations au général Mamadi Doumbouya à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de la République de Guinée. Élection générale 2026, le nombre d'électeurs et d'électrices inscrits s'élève à plus de 16 millions. Une adhésion notable appelée à se consolider dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales générales. Le ministre de l'Intérieur appelle les citoyennes et citoyens non inscrits sur ces listes répondant aux conditions légales requises et âgés d'au moins 18 ans ou atteindront cet âge le 31 mars 2026 à présenter leur demande d'inscription durant la période du 18 au 24 janvier 2026. Ces demandes peuvent être déposées auprès des autorités administratives locales dont relèvent les lieux de résidence des demandeurs ou via le site électronique www.listeelectorale.ima. Les électrices et électeurs inscrits sur ces listes auront la possibilité de s'assurer de leur inscription, soit à travers l'envoi d'un SMS au numéro gratuit 2727 ou via le site électronique dédié aux listes électorales générales. On enchaîne avec ce nouveau bulletin d'alerte météo qui nous annonce encore de la neige pour ce week-end. Cette fois, les chutes intéresseront les sommets au-dessus de 1300 mètres. Entre 50 et 90 cm de poudreuse à Al-Haouz, à Zelal et Ouarzazate. Conditions presque identiques attendues à Chichawa, Midelt, Bni Mellal, Tinghir, Ifran, Khnifra, également du côté de Sfro, Boulman, El Hoceima, Gersif, Taza et Taroudan, où les hauteurs de neige oscilleront entre 30 et 50 cm. Les flocons saupoudreront aussi Driouch, Figig, Jrada, Rachidia, Taourirt, El Hajeb, Chefchaouen, Chtoukait Baha et Tiznit, particulièrement les hauteurs à partir de 1200 mètres. La pluie s'invitera à son tour ce soir et demain sur les 2 tiers du pays. Puis attention, le froid revient sur les 2 tiers du pays. Une vague de froid attendue à partir de demain. À Tinghir, El Haouz, Midelt, Boulman, Sfro, Gersif, Taza, Ouarzazate, Taroudan, Chichawa, Azelal, Bni Mellal, Ifran et Khnifra, où le thermomètre descendra sous les moins 9 degrés. Enfin, le vent soufflera fort demain sur Tata, Chtoukait Baha, Tiznit, Taroudan, Sidi Ifni, Tantan, Gelmim, Assa, Zag, Tarfaya et Smara.
Et malgré ce froid hivernal qui s'installe, la ferveur footballistique, elle, reste intacte. Car pour tous les Marocains, le rêve est plus que jamais à portée de main. Nous ne sommes qu'à un match du sacre, un sacre qui se fait attendre depuis 1976. Maroc-Sénégal, un rendez-vous avec l'histoire et une finale au sommet portée par toute une nation. On en fait le point avec notre invité, Aziz Daouda. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'aborder avec vous les enjeux de cette grande finale, je vous invite à suivre quelques extraits de la conférence de presse du coach Walid Regragui, une conférence de presse d'avant finale où coach Walid s'est montré encore une fois lucide et déterminé, mais surtout conscient des enjeux, de l'enjeu d'un rendez-vous décisif attendu par tout un pays. C'est détendu et avec le sourire aux lèvres que s'est présenté le sélectionneur national Walid Regragui en conférence de presse, accompagné du jeune lion Ilyes Benseghir. On rêvait d'être là le 17 à cette conférence pour pouvoir jouer cette finale. Donc voilà, c'est chose faite. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Une seule marche sépare les Lions d'Atlas du titre continental. Walid Regragui reste très confiant. On va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour bien sûr rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. L'objectif final, c'est battre le Sénégal dimanche. Pour cela, Walid Regragui insiste sur la manière de gérer, notamment les émotions. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça, c'est de pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà. À seulement 20 ans et plein d'ambition, Ilyes Benseghir s'est dit heureux d'être aux côtés de son entraîneur et excité de jouer cette finale. Et oui, on peut dire que je suis très chanceux de pouvoir faire partie de cette aventure qui est pour l'instant incroyable et que j'espère qu'il le restera. Qu'est-ce que je pourrais transmettre aux générations futures? Déjà, la difficulté d'une CAN. J'imaginais pas que c'était aussi difficile, sincèrement. Aussi bien que le football africain, j'en ai fait part aussi à Walid, à mon arrivée en sélection. On peut voir que le football africain se développe. Il y a de très très bons joueurs en Afrique, parfois même pas très connus. Et tu t'en rends compte durant les matchs. Donc oui, je pourrais leur apporter, on va dire, cette petite expérience que j'ai maintenant, durant mes 2 années en sélection. On est une équipe de winners depuis un certain temps, a tenu à préciser Walid Regragui. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51. Et le 1, c'est le public. Forcément, je vais faire un appel. Il paraît qu'on est monté à 100 décibels. Alors, je sais pas ce que ça vaut les 100 décibels. Mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal y sente que c'est pas le stade des martyrs. C'est tout. Et ce sera pas le stade des martyrs. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 mettra également en lumière un duel dans le duel, un affrontement symbolique entre 2 figures majeures du football africain, Achraf Hakimi et Sadio Mané. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois sur ce plateau Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Bonsoir. Merci de me recevoir à la veille d'une journée historique. Alors Aziz Daouda, l'Afrique connaîtra demain son champion. La tension est à son paroxysme. Il est connu son champion, madame. C'est bel et bien le Maroc, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous l'espérons tous. Inch'Allah. Mais on a vu un Walid assez serein, assez rassurant à l'égard de ses joueurs. Est-ce que déjà ils ont eu le temps de récupérer après les 120 minutes de jeu face au Nigeria mercredi? C'est tout l'enjeu. Mais faisons confiance à l'encadrement de notre équipe, à la qualité de ceux que l'on connaît ou ceux qu'on ne connaît pas. Parce que vous savez, il y a
Il y a beaucoup de gens un arsenal de compétences qui travaillent avec cette équipe et donc qui ont dû faire le nécessaire et le maximum. Parce que bon, la meilleure récupération, c'est la nature qui nous la permet, mais il y a aussi des moyens technologiques aujourd'hui, enfin des possibilités qui accélèrent justement cette récupération. Mais ce qui m'a plu dans la conférence de presse de Si Walid Regragui, vous avez très bien fait de passer ce passage-là, c'est qu'il est accompagné d'un des jeunes lionceaux de l'équipe. Ben Srer, qui n'a que 20 ans et qui parle avec autant de responsabilité, autant de confiance. Et Walid a voulu donner comme signal aux joueurs qui ne jouent pas, qui sont les doublures, parce que Mesrer est la doublure de Sebali, par exemple, leur importance, ils sont très très importants demain, parce qu'au cas où il y aurait des signes de fatigue d'un quelconque joueur, etc., il va falloir le remplacer. Et donc pour que les joueurs du banc de touche sentent qu'ils sont responsables aussi et qu'ils ont leur importance dans l'arsenal, je crois que c'est pour ça qu'il l'a amené, et ça dénote aussi de la maturité de notre coach. C'est quelqu'un qui sait faire. Justement, cette présence, cet engagement des joueurs sera nécessaire demain face à un adversaire redoutable. Walid Regragui l'a d'ailleurs rappelé, une équipe référence du football africain qui a l'avantage aussi de bien connaître une finale d'une CAN. Ils en ont fait 3 de suite. Tout à fait, ils sont triple champions. Ce sera du 50-50 où la balance se penchera plutôt sur un camp plutôt qu'un autre. Si vous regardez les indices d'analyse de la performance sportive, et si on ne se focalise que sur ce qui s'est passé durant ce tournoi, parce que c'est ça le plus important, le Maroc part favori à plus d'un titre. Et le staff le sait, le coach le sait, nos adversaires aussi le savent. Mais il y a bien évidemment les aléas de la compétition, parce qu'il faut quand même jouer les 90 minutes avant de se proclamer champion. Et en cela, ce qui va jouer le plus, c'est la concentration. C'est la concentration des joueurs. Malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, quand la fatigue avance, la concentration diminue. Et c'est pour cela que le banc de touche sera extrêmement important demain, parce que probablement qu'il va y avoir un joueur ou deux qu'il va falloir rapidement remplacer, etc. Parce que c'est humain, c'est pas des défaillances, mais c'est la réaction surtout physique. Au bout d'un tournoi très disputé. C'est la 7e rencontre et à la 6e, on a quand même joué 120 minutes. Ça laisse des traces sur le corps des joueurs, sur la physiologie des joueurs. Un vrai choc de titans qui se prépare donc à Aziz Daouda. Restez avec nous pour la suite de notre entretien. Atlas ou Teranga, qui des Lions touchera le trophée demain soir? Le duel de félins promet des étincelles. Chaque sélection rêve de s'adjuger la coupe, synonyme d'un deuxième sacre historique. Mais pourquoi cette finale fait tant rêver les amoureux du ballon rond de par le monde? Élément de réponse avec Sofia Fgroth. Maroc, Sénégal. Une affiche qui fait rêver, tant elle semblait écrite d'avance, aux yeux de nombreux observateurs. Bien avant le lancement de la compétition. Ces deux nations incarnent depuis plusieurs saisons l'excellence du football africain. Preuve éclatante de leur constance au plus haut niveau, lors de la Coupe du Monde au Qatar, les Lions de l'Atlas et les Lions de la Teranga étaient les deux seuls représentants du continent encore en course. Le Maroc, dans un exploit historique, est même devenu la première sélection africaine à se hisser jusqu'au dernier carré du mondial. À ce prestige sportif s'ajoute un fait marquant, presque paradoxal. Ce rendez-vous sera le tout premier affrontement entre le Maroc et le Sénégal en phase finale de la CAN. Si les deux sélections se croisent régulièrement en matchs amicaux, jamais encore elles ne s'étaient retrouvées face à face avec un enjeu aussi élevé. Les regards se tournent vers les leaders offensifs. D'un côté, Brahim Diaz, devenu la nouvelle idole du public marocain, avec des statistiques impressionnantes. Il totalise 21 sélections avec les Lions de l'Atlas, sans la moindre défaite, avec 18 victoires, 3 matchs nuls et 13 buts à son actif. De l'autre, Sadio Mané, monument du football africain. Il dispute sa dernière CAN sous les couleurs sénégalaises. Avec plus de 120 sélections, une cinquantaine de buts, une finale en 2019 et un sacre continental en 2021, l'attaquant incarne à lui seul une génération dorée des Lions de la Teranga. La rencontre promet aussi une atmosphère unique. Quand le pays hôte d'une Coupe d'Afrique des Nations atteint la finale, la promesse est toujours la même,
Une communion totale, une ferveur populaire débordante et un spectacle grandiose, aussi bien sur la pelouse que dans les tribunes. Un duel majestueux, chargé d'histoire, de talent et d'émotion, à la hauteur des ambitions des deux géants du continent. Et les champions d'Afrique 2021 abordant cette ultime rencontre, amoindrie par l'absence de leur capitaine et patron de la défense, Kalidou Koulibaly, ainsi que de leur sentinelle Habib Diarra, tous deux suspendus. Une situation que le sélectionneur Papé Thiaw a tenu à relativiser tout en mettant en avant les qualités de l'équipe marocaine. Nous l'écoutons. Le favori, c'est le Maroc. Hein. Donc voilà, et en classement FIFA, ils sont premiers. Donc nous, on est juste deuxième au niveau africain et on est, je pense, 18 ou 19e et eux, ils sont 11e. Bravo, il faut les féliciter. C'est eux l'équipe favori. Maintenant, c'est eux qui gardent le truc de favori, mais nous, on est là. On sait qu'on a travaillé très dur pour être ici et donc voilà. Et aussi, c'était une finale rêvée par tout le monde. Aujourd'hui, voilà, c'est... on va la faire de la plus belle des manières et nous, voilà, on s'est bien préparé pour aller jouer ce match et aussi rendre la fête plus belle, Inch'Allah. Aziz Daouda, Nosser Mzraoui, latéral droit, saura-t-il contenir un Sadio Mané essentiel pour l'équipe sénégalaise demain? Il sait le faire. Il sait le faire. Je pense qu'une des choses qu'on doit retenir de cette CAN, et notamment des joueurs marocains, mais aussi de beaucoup de joueurs africains, c'est que la CAN a bonifié les joueurs. Et sincèrement, dans votre sujet, vous avez parlé de Brahim Diaz. Nous allons rendre un Brahim Diaz bonifié au Real Madrid. Vous parlez de Mzraoui, nous allons rendre un Mzraoui bonifié de cette CAN. La CAN n'est plus une compétition accessoire au niveau mondial, c'est une grande compétition et il va falloir maintenant en tenir compte au niveau de la FIFA. Ce qui est à relever, par exemple, quand vous citez le Mzraoui, c'est que Mzraoui ne joue pas à son poste en équipe nationale. Il joue de côté opposé. Parce que le côté où il joue normalement dans son club, c'est celui d'Achraf Hakimi. Et Achraf Hakimi, on ne peut pas le bouger de ça. C'est comme ça, c'est le football. Et c'est là qu'il a le plus de rendement, disons. Et c'est là qu'il se plaît le plus. Et donc Mzraoui, qui est un joueur très complet, qui peut jouer à différents postes. Mais là, il est en train d'exceller d'une façon invraisemblable. C'est un plaisir que de le voir prendre la balle, de voir comment il défend, comment il attaque. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il joue du côté de Zelzouli, lequel Zelzouli a été d'une générosité invraisemblable au plan défensif. Donc à chaque fois, il est venu prêter main forte à son collègue, son coéquipier, son frère, enfin, je ne sais pas comment les appeler, de Mzraoui. Et donc, ce couple, si vous voulez, est d'une performance invraisemblable. Et tous les entraîneurs du monde auraient aimé, justement, ou aimeraient avoir deux joueurs comme ça qui se complètent de cette façon-là. Et donc, et les deux sont en train d'exceller. Et au vu de ce style de jeu, des deux équipes d'ailleurs, est-ce qu'on pourra dire qu'on aura droit demain à du grand spectacle footballistique? Alors théoriquement, oui. Parce que les deux équipes sont joueuses. Les deux équipes ont des joueurs d'une technicité invraisemblable, qui manient vraiment bien le ballon. Et les deux équipes ont deux bons collectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des individualités, mais le collectif aussi marche. Les lignes sont très bien faites, il y a un équilibre dans les équipes, etc. Donc ça va nous donner une très grande rencontre. Maintenant, bon, ça dépend aussi des stratégies des coachs, parce que là, ce qu'ils nous disent, c'est pas ce qu'ils vont faire. Demain, chacun va essayer de surprendre son collègue. Et même quand j'entends le coach sénégalais dire oui, le Maroc c'est le favori, etc., mais dans sa petite tête, il a quand même quelques idées. Donc, mais c'est ça toute la beauté du football. Mais ce qu'il va falloir retenir de cette compétition, c'est quand même les lions, les cousins qui se retrouvent, la Teranga et l'Atlas, d'un côté. Bon, historiquement, le lion de l'Atlas aurait été plus fort que le lion de la Teranga, on n'en sait rien, mais bon, c'est comme ça. Et c'est aussi deux peuples frères. Et sincèrement, quand on dit peuple frère avec les Sénégalais, c'est véritablement une grande fraternité que l'on ressent humainement. Quand je me retrouve au Sénégal, je suis mieux que chez moi, si vous voulez, sur le plan affectif, parce que les gens vous rendent quelque chose, un sentiment très très fort. Et quand les Sénégalais sont là, ils le ressentent de la même façon. Il n'y a qu'à voir leur réaction, etc. Et donc demain, ça va être un match très chaud. C'est là où il va faire le plus chaud au Maroc demain. Votre bulletin annonçait beaucoup de froid, mais là, il va faire très chaud. Et les Sénégalais vont encourager leur équipe, mais vous allez voir que, bon, parce que moi, je pense, comme tous les Marocains, que c'est le Maroc qui va gagner, ils vont nous féliciter sur le terrain même. Et c'est ça qui va faire la beauté de cette finale, qui était attendue,
qui est logique, parce que ce sont les deux meilleures équipes du tournoi. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a une logique dans cette CAN. Elle a été respectée de bout en bout à partir de l'organisation jusqu'à le dernier match. La hiérarchie footballistique a été respectée. Exactement. Et la ferveur était aussi au rendez-vous cet après-midi à Casablanca avec la petite finale qui a livré son verdict. Et c'est le Nigeria, finaliste de la dernière édition, qui s'adjuge la 3e place à l'issue d'une séance de tir au but. Triple champion d'Afrique et 17 fois sur le podium, le Nigeria a pris le dessus sur l'Égypte, nation la plus titrée avec cette CAN à son palmarès. Aziz Daouda, le Nigeria décroche le bronze au bout d'une rencontre intense. Les hommes d'Eric Chell confirment ainsi leur solidité et quittent l'aventure avec une 3e place, ce qui n'est pas rien dans un tournoi de 24 équipes. C'est quand même une réalisation pour le Nigeria. Le Nigeria qui a connu deux défaites sur penalty en qualification de la Coupe du Monde contre la RDC. Ça a été malheureux pour eux parce que c'est quand même une des meilleures équipes d'Afrique et une des meilleures équipes du tournoi. Ils ont connu le même sort face au Maroc en demi-finale. Et là, finalement, la chance leur sourit. Ils sortent 3e de cette finale. Là aussi, la logique a été respectée. C'est la 3e équipe d'Afrique. Et bon, l'Égypte, on sait ce que c'est, il n'y a pas de problème. Ils sont 4e, c'est pas mal non plus. Alors, la CAN s'approche de sa fin et c'est un succès sportif, mais aussi commercial et économique majeur. C'est ce que nous fait savoir la CAF dans un rapport. Selon l'instance footballistique continentale, la CAN Maroc a généré une augmentation de plus de 90% des revenus de la CAF par rapport à l'édition précédente. Nous écoutons les précisions de Youssef Louadi, expert économique et financier. Il est au micro d'Amin El-Hennaoui. L'évolution exceptionnelle des revenus commerciaux. Aujourd'hui, on parle d'une évolution de 90% pour les revenus de la CAF, des recettes comme 193 milliards de dollars qui peuvent générer à peu près 114 millions de dollars de bénéfices. Bien évidemment, on n'oublie pas les sponsors, dont le nombre a augmenté d'une façon très, très importante, passant de 9 sponsors en 2021 à 23 sponsors en 2025. Les droits de diffusion aussi qui ont été mieux valorisés pour cette CAN grâce au positionnement international du Maroc. Et le Maroc, par rapport à ces droits de diffusion, il peut toucher jusqu'à 22 millions de dollars de recettes. Et je veux bien aussi mettre l'accent sur l'impact direct sur l'économie marocaine, notamment le secteur touristique. Parce qu'à travers le nombre de touristes qui ont visité le Maroc, d'un nombre à peu près de 1 million de visiteurs, qui ont dépensé entre les hôtels et les transports et la restauration, un budget global d'à peu près 1,2 milliard de dirhams. Aziz Daouda, cette CAN semble avoir tenu toutes ses promesses sur le plan sportif, mais également économique. Le chiffre exact, c'est 93%. Ça dépasse les 90%. La CAF, sur les 3 dernières éditions, est passée de 9 sponsors à 17 sponsors à 23 sponsors au Maroc. Et donc c'est comme ça que l'idée d'un retour assez proche au Maroc est en train de tourner aujourd'hui et que tout le monde y pense. Pour 2028. Inch'Allah. Je vous remercie, Aziz Daouda, directeur. C'est moi qui vous remercie. Je suis content d'avoir été là la veille justement du sacre du Maroc. On espère le sacre continental pour nos joueurs. Merci Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme, d'avoir été parmi nous ce soir. Elle suit la CAN au plus près, par passion pour le football, mais surtout pour faire rire des milliers d'internautes. Rita Kitsan, c'est son nom. Cette jeune humoriste marocaine s'est faite connaître sur les réseaux sociaux pour ses répliques cultes des stars de la sélection nationale. Mais pas que. La jeune femme est une révélation de la scène humoristique nationale et c'est notamment illustré dans le stand-up marocain. Lauréate des masterclass du Marrakech du Rire, elle ne cesse de cartonner à l'écran
comme sur scène. La jeune humoriste s'apprête à franchir un nouveau tournant dans sa carrière d'actrice en intégrant le casting du feuilleton Lala Mnana, dont la saison 3 est programmée ce mois de Ramadan. Je vous laisse redécouvrir les personnages qu'elle incarne. باغيين غير التعادل ما بغيناش نماركيو والتمريره كتمشي عند شكون هذا ما كنشوفش برج العذراء كيراوغ وفي الدفاع كيجي ليه برج الثور وحنا كنعرفوا ان هاد الجوج الابراج ما كيتفاهموش وهناك اصطدام كنتمنى ان الحكم يشوف ان الثور ضرب العذراء واللي لابس الاحمر كيما راه اللي لابس الاحمر حتى هو وبرج القوس كيخرجها من نفق ضيق. مباراة هيتشكوكية، هجمة هنا وهناك، مطاردة هوليوودية، ماتش غريب عجيب مهيب مريب وشي أهداف الله يجيب. ما فهمتش علاش كاين، ما فهمتش جروب خدامين مزيان درنا 6 فيكتوار كونسيكوتيف حتى واحد ما دارش. بالحق أنا قادر عليها بلا ما تجيبوا هذا اللي كتقولوا، أما غاديش تجبروا أحسن مني باش ديوا هاد لاكوب دافريك بغيتو ولا ما بغيتوش. حنا ديما كنبغيو نشكروا الجمهور اللي تيجي يساندنا وكنحسوا بواحد المسؤولية كبيرة باش نعطيوهم داكشي اللي كيستحقوا. وهادشي اللي كاين. مغربي نجاوب بالعربية. I think it's very important that we score early. كانت صعيبة الحق خصنا نعرفوا باللي الماتشات ما غاديش يجيو سهلة. خصنا نحطوا كل شيء في الماتش. وكنظن الدراري داروا مباراة كبيرة. Et Rita Kitane est l'invitée de l'Escale culturelle. Bonsoir Rita et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je suis très ravie d'être là. Merci à vous pour cette invitation. Alors Rita Kitane, vous êtes aujourd'hui l'une des figures humoristiques les plus suivies de votre génération. Quand on regarde en arrière, vous vous êtes très tôt familiarisée avec la scène. Comment et à quel moment vous avez compris que finalement c'était une vocation pour vous ? Ça va être très cliché de répondre ça, mais je pense dès les premiers instants de ma vie, parce que c'était un truc qui était inné. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu amuser la galerie, entre familles, entre amis. Et mes parents ont tout de suite vu ça, décelé cette énergie que j'avais depuis très jeune, et ils m'ont inscrit dans des écoles de théâtre. Donc j'en ai fait pratiquement toute mon enfance, j'ai fait de la danse, du chant, j'ai un peu tout fait et c'était une évidence. Je pensais pas que ça serait mon métier par la suite, je faisais ça par pure passion et le reste, comme j'aime bien dire, c'est de l'histoire. Et justement, à seulement 16 ans, vous avez intégré les masterclass du Marrakech du Rire. Quels souvenirs vous gardez de cette période de formatrice ? Qui a duré 3 ans quand même. 3 ans exactement, à 16 ans avec le grand metteur en scène Oscar Sisto. C'était une expérience très enrichissante, je m'en rappelle encore aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a forgée. J'ai appris des techniques de scène, comment me déplacer, comment me tenir, la posture, la respiration, la voix, comment écrire un sketch, tout ça, ça m'a aidé de commencer par ça dans mes débuts et d'être dans les bras d'un grand professionnel. Et j'en garde un très très bon souvenir de monter sur scène à 16 ans devant 400 personnes. C'était pas évident, je crois que je m'en rends pas compte aujourd'hui de l'importance que ça a représenté. Et pourtant, ça m'a forgé. Et d'ailleurs, vous avez partagé la scène avec de grands humoristes marocains. Oui. Vous avez une particularité, Rita, c'est que vous menez une double carrière artistique, mais aussi en tant que cadre de santé, puisque vous êtes aussi orthophoniste. Comment ce métier vous nourrit sur le plan artistique sur scène ? Eh bien, je ne pensais pas que ça allait avoir un lien entre les deux métiers. Et pourtant, l'orthophonie m'aide beaucoup pour ce qui est de la posture, de la respiration, le pouvoir de moduler un peu ma voix sans forcer sur mes cordes vocales, sans les abîmer, parce que comme vous voyez sur les imitations, je change un petit peu de voix. Et ça m'a beaucoup aidé aussi le théâtre et le côté artistique avec mes patients. Par exemple, mon sujet de thèse en licence était le théâtre avec des enfants qui bégayent. Donc l'un nourrit l'autre et finalement ces deux métiers se rejoignent un petit peu. Et puis vous vous apprêtez à faire votre entrée sur le petit écran puisque vous rejoignez la saison 3 du feuilleton mythique Bnat Lala Mnana, qu'on ne présente plus et qui signera son grand retour, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan. Parlez-nous de cette première expérience de fiction pour vous. Alors c'est ma première expérience en tant que rôle un petit peu important, on va dire, parce que j'ai eu une première expérience avec un rôle secondaire. Là, c'était très différent. C'était 2 mois et demi intenses de tournage. Je joue la fille de Shama, donc j'incarne Majda, un personnage assez rebelle. Je parle en plus en chamali, donc j'avais une double responsabilité de devoir jouer correctement, puis avoir cet accent chamali le plus juste possible. J'ai beaucoup travaillé. C'était c'est un rêve en fait d'enfant qui se réalise finalement parce qu'on l'a tous regardé. C'est de là où est venue l'envie d'imiter le chamali. Et je suis très contente d'en faire partie. J'ai hâte de découvrir ça avec les spectateurs. Et puis c'était une expérience magnifique, enrichissante,
avec ces gens-là, que ce soit des acteurs, l'équipe technique, professionnellement parlant, artistiquement et humainement. Je crois que c'était l'un des meilleurs souvenirs. Un vrai tournant pour votre carrière d'actrice. Qui va me marquer, et qui me marque à vie. Et justement, Rita, on vous connaît avant et d'abord pour vos vidéos qui font le tour de la toile. Il faut dire que vous êtes une vraie star des réseaux sociaux. C'est un grand mot. Non mais c'est vrai. Comment naissent ces concepts de vidéos que vous postez sur la toile? Alors ça va vous paraître bizarre, mais c'est pratiquement quand je dors. Au moment où je m'apprête à m'endormir, c'est là où j'ai le flash de la vidéo que je vais tourner le lendemain. Donc je visualise en fait la vidéo que je vais tourner le lendemain. Des fois je me réveille pour noter, des fois j'ai pas très envie. Et ça vient comme ça, instinctivement, sur un coup de tête. Des fois c'est par réflexion, des fois c'est juste comme ça, par hasard. Voilà, exactement. Et on l'a pas toujours, l'inspiration. Rita, vous suivez cette CAN, surtout le parcours des Lions de l'Atlas, jusque-là irréprochable. J'imagine que vous ne ratez aucun match, encore moins aucune déclaration, ni aucun point de presse de nos joueurs, puisque vous avez ce rare don de l'imitation et pas n'importe laquelle, c'est le des joueurs de l'équipe nationale. Avez-vous déjà reçu une réaction de la part de l'une de ces personnalités que vous imitez? Alors Bounou, tout le temps, pratiquement, quand j'imite, il aime beaucoup. Et il m'en a fait part. Hakimi aussi a pu voir ça. Les autres, je ne sais pas s'ils ont pu le voir. Naïf aussi, à Gerd. Je les salue tous d'ailleurs par l'occasion. Mais cette envie d'imiter, je crois, c'était aussi depuis l'enfance, ce sens d'observation. Faites gaffe d'ailleurs, il se peut que je vous imite juste après. Ce serait pas de refus. Donc le sens d'observation, le fait de vouloir être le plus juste possible et de leur ressembler le plus possible. Et c'est fun, c'est amusant, j'aime beaucoup faire ça. Alors on passe à la pratique, Rita. Je vous propose un petit jeu rapide, spontané. Vous nous faites 2-3 imitations et c'est à nous de deviner qui c'est. Ah, bah, je pense que ça ne sera pas très compliqué. J'ai pas le costume, mais vous allez deviner. Par exemple, si je vous dis فرنسا نقية والدراري داروا مجهود ديالهم وحنا كنتقاتلوا الحمد لله وهادشي اللي كاين. On reconnaît le Bounou. Sans le grain de beauté, mais ça le fait quand même. Sacré Bounou. Vous voulez un deuxième? Ouais. احنا زينا بس احنا بغينا نفوحروا الجيتي على اولى نفوحروا المغاربه ونسوبورتير نكونوا مجموعين وان شاء الله غنهزوا الكاس. L'accent espagnol, on reconnaît. Hakimi. Clairement. Allez, une troisième pour. Un troisième pour le fun. Je peux vous dire. انا قلت لكم ما غاديش تجبروا احسن مني باش نديو هاد لا كوب دافريك وحنا دابا وصلنا للفينال وان شاء الله غنهزوا الكاس خص غير الجمهور يكون معنا ما يمشوش ياخذوا لي بتي فور وان شاء الله بغيت نسمع انا ديك كسير مره نسمع في التيران ديك كسير. Ah, le fameux Walid El Gragui, le meneur. Le meneur. Et un petit cadeau, gratuitement, je vous fais juste la danse de Brahim Diaz. Ah, oui. Voilà. Brahim Diaz qui a été un énorme succès pendant ce tournoi. Je vous remercie, Rita Yakin. Merci pour ce talent, cette énergie et ce rire qui fait du bien. On vous retrouvera, Inch'Allah, bientôt à l'écran. Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants le journal en langue arabe. C'est à 20h30. Excellente suite. Des programmes à tous. Inch'Allah.